La Troisième Guerre mondiale n'a pas commencé par une explosion visible, ni par un discours officiel diffusé à la télévision, elle a commencé par une défaillance, presque imperceptible dans les réseaux numériques mondiaux, une anomalie que seuls quelques ingénieurs militaires ont remarquée au départ, un léger retard dans la transmission des données satellites, une fluctuation inhabituelle dans les systèmes de défense automatisés. Un signal faible, mais constant indiquant que quelque part, testait les limites de l'architecture sécuritaire planétaire, et pendant que les citoyens ordinaires dormaient paisiblement dans des villes illuminées par des néons et des écrans LED, des lignes de code malveillantes infiltraient silencieusement les infrastructures énergétiques, financières et militaires des plus grandes puissances du monde, les infrastructures énergétiques, financières et militaires des plus grandes puissances du monde, déclenchant une réaction en chaîne qui allait bientôt transformer la planète entière en champ de bataille invisible, car cette guerre ne ressemblait à aucune autre auparavant. Elle ne reposait pas uniquement sur des soldats, des chars ou des avions de chasse, mais sur des algorithmes capables de prendre des décisions létales en millisecondes, sur des drones autonomes capables d'identifier une cible grâce à la reconnaissance faciale, sur des missiles hypersoniques voyageant à des vitesses si extrêmes qu'aucun système traditionnel ne pouvait les intercepter. Et lorsque les premières banques internationales cessèrent soudainement de fonctionner, lorsque les marchés financiers furent suspendus simultanément sur plusieurs continents, lorsque les réseaux électriques de grandes métropoles s'éteignirent les uns après les autres, comme des bougies soufflées par une main invisible, les gouvernements comprirent que l'attaque n'était pas un simple incident isolé, mais une offensive coordonnée d'une ampleur historique. Les centres de commandement souterrains furent activés, les chefs d'État réveillés en urgence, les généraux réunis devant des écrans montrant des cartes numériques couvertes de points rouges clignotants, et la question fatidique se posa dans chaque capitale nucléaire, s'agissait-il du début d'une invasion totale ou d'une provocation destinée à forcer une riposte précipitée, car dans l'ère moderne de la dissuasion stratégique, la peur d'être attaqué pousse souvent à frapper en premier, et c'est précisément ce mécanisme psychologique qui transforma une cyberattaque en conflit global lorsqu'un système d'alerte précoce interpréta à tort une série de signatures thermiques dans l'atmosphère comme des lancements de missiles ennemis, déclenchant automatiquement des protocoles de représailles. Des sous-marins nucléaires reçurent l'ordre de se positionner, des bombardiers stratégiques décollèrent vers des zones sécurisées, et en l'espace de 12 minutes seulement, plusieurs projectiles furent lancés, certains armés d'ogives conventionnelles à haute précision, 12 recordeurs d'impulsions électromagnétiques destinés à neutraliser les réseaux électroniques adverses, et malheureusement certains transportaient des charges nucléaires tactiques, provoquant des détonations limitées mais suffisamment puissantes pour plonger des régions entières dans le chaos. Les communications internationales furent coupées, internationales furent coupées, internationales furent coupées, internationales furent coupées, internationales furent coupées. Les satellites commencèrent à être ciblés par des missiles antisatellites créant des nuages de débris orbitaux, menaçant toute navigation spatiale. Les populations civiles paniquèrent, les supermarchés furent vidés en quelques heures, les stations-service fermées, les hôpitaux débordés, et dans ce climat d'incertitude extrême, la désinformation se propagea plus vite que la vérité, alimentant la paranoïa collective. Certains gouvernements accusèrent ouvertement leurs rivaux d'ornière toute implication. Mais la réalité était devenue secondaire face à la dynamique incontrôlable de l'escalade. Car au-delà des explosions visibles, la véritable bataille se déroulait dans les centres de données, dans les câbles sous-marins reliant les continents, dans les systèmes automatisés de contrôle aérien, dans les barrages hydroélectriques et les centrales nucléaires, où des cyberattaques sophistiquées tentaient de provoquer des accidents industriels majeurs pour affaiblir l'ennemi sans engagement direct de troupes terrestres, et tandis que les grandes métropoles perdaient progressivement l'électricité, l'éco potable et les services d'urgence, des millions de personnes réalisaient que la mondialisation qui avait apporté confort et efficacité avait aussi créé une dépendance fragile, un système optimisé pour la performance, mais incapable de résister à un choc simultané à l'échelle planétaire. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire s'effondrèrent, les transports maritimes cessèrent presque totalement en raison du risque d'attaque, les aéroports furent fermés par mesure de sécurité et la vie quotidienne bascula dans un état d'urgence permanent, mais le choc psychologique fut peut-être encore plus destructeur que les dégâts matériels, car pour la première fois depuis des générations, l'idée d'une guerre totale entre puissances nucléaires n'était plus un scénario théorique, étudié dans les universités militaires, mais une réalité palpable, visible dans le ciel assombri par la fumée des explosions lointaines, et alors que les dirigeants tentaient d'établir des lignes de communication secrètes,
pour éviter l'établir des lignes de communication secrètes, pour éviter l'anéantissement complet, des groupes non étatiques profitèrent du chaos pour lancer leurs propres offensives, piratant des infrastructures abandonnées, tentant de s'emparer d'armes ou de matériaux radioactifs, compliquant encore davantage une situation déjà instable, et dans ce contexte de confusion mondiale, une vérité brutale commença à émerger. La Troisième Guerre mondiale n'était pas seulement un affrontement militaire, elle était une crise systémique révélant les failles profondes de la civilisation moderne, une guerre où la technologie, censée protéger et connecter l'humanité, devenait l'instrument principal de sa destruction. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, des signes inattendus de solidarité apparurent, des communautés locales s'organisèrent pour partager ressources et compétences, des ingénieurs improvisèrent des micro-réseaux énergétiques, à partir de panneaux solaires récupérés, des médecins travaillèrent sans relâche dans des conditions précaires, prouvant que malgré la brutalité des conflits géopolitiques, l'instinct de coopération humaine persistait. Et c'est précisément cette dualité, destruction massive d'un côté, résilience collective de l'autre, qui définit les premiers mois de cette guerre sans précédent, une guerre qui avait commencé dans le silence numérique, et qui s'était propagée à la vitesse de la lumière à travers chaque fibre optique, chaque satellite, chaque système automatisé de la planète, laissant l'humanité face à la question la plus fondamentale de son histoire moderne: jusqu'où peut-on pousser la puissance technologique avant qu'elle ne dépasse définitivement le contrôle humain? Au moment où les premières frappes avaient déjà bouleversé l'équilibre fragile des grandes puissances, le monde entra dans une phase encore plus inquiétante, une phase où la frontière entre l'erreur humaine et la décision algorithmique devint presque impossible à distinguer, car les systèmes d'intelligence artificielle, intégrés au réseau militaire, continuaient de fonctionner malgré les dégâts, analysant des milliards de données en temps réel, interprétant chaque mot venant de satellites, chaque variation thermique, chaque perturbation thermique, chaque perturbation radio, comme une menace potentielle, et dans cette atmosphère saturée de méfiance, la moindre anomalie pouvait déclencher une réaction disproportionnée, transformant un incident mineur en catastrophe stratégique, tandis que les gouvernements tentaient d'établir des canaux diplomatiques secrets pour éviter l'anéantissement total, leurs infrastructures restaient sous pression constante, les cyberattaques se multipliaient contre les centrales électriques, les systèmes de traitement d'eau, les hôpitaux et les réseaux de transport, créant une guerre d'usure invisible mais terriblement efficace. Car priver une population d'électricité et d'eau potable pendant plusieurs jours pouvait être aussi destructeur qu'une frappe conventionnelle, et dans les grandes métropoles, autrefois symbole de modernité, l'obscurité permanente installait un climat d'angoisse collective, les générateurs de secours s'épuisant progressivement faute de carburant, les ascenseurs bloqués dans les tours résidentielles, les systèmes de réfrigération hors service provoquant la perte de stocks alimentaires entiers, et alors que la désorganisation civile s'intensifiait, des groupes armés locaux apparurent pour protéger leurs quartiers ou pour exploiter le chaos, brouillant davantage la distinction entre guerre internationale et effondrement interne. Pendant ce temps, les océans devenaient un théâtre stratégique critique. Les sous-marins nucléaires patrouillant en silence, prêts à exécuter des ordres qui pourraient ne jamais arriver, certains ayant perdu le contact avec leur centre de commandement en raison des interférences électromagnétiques causées par les impulsions à haute altitude, créant un risque terrifiant d'activation automatique en cas d'interprétation erronée de la situation, et dans l'espace orbital, la destruction partielle des constellations de satellites rendait la navigation globale imprécise, perturbant le commerce maritime restant et compliquant la coordination humanitaire, car même les convois de secours avaient besoin de systèmes de positionnement pour livrer nourriture et médicaments, 60 positionnement pour livrer nourriture et médicaments. Mais plus alarmante encore fut l'émergence d'attaques biologiques accidentelles ou intentionnelles, car certaines installations de recherche hautement sécurisées, fragilisées par les coupures d'énergie et les cyberintrusions, subirent des défaillances de confinement, libérant des agents pathogènes expérimentaux dans des zones déjà vulnérables, ce qui entraîna des épidémies localisées dont l'origine exacte restait incertaine, alimentant la peur et la suspicion entre nations qui s'accusaient mutuellement d'avoir franchi une ligne rouge invisible, et dans ce climat de paranoïa généralisée, la guerre psychologique atteignit un niveau inédit, des deepfakes sophistiqués montrant de faux discours de dirigeants annonçant des capitulations ou des représailles circulèrent massivement sur les réseaux restants, semant la confusion au sein même des armées, certaines unités recevant des ordres contradictoires et hésitant à agir, ce qui ralentit parfois l'escalade, mais augmenta aussi le risque d'erreur fatale, car lorsqu'un commandant doute de l'authenticité d'un message en pleine crise nucléaire,
chaque seconde compte, et pourtant, au milieu de cette spirale de chaos technologique et stratégique, la réalité matérielle de la survie quotidienne devenait le problème principal pour des millions de personnes, les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique étant interrompues, les patients dépendants de traitements chroniques, se retrouvant sans médicaments essentiels, les agriculteurs manquant de carburant et d'engrais pour maintenir leurs récoltes, ce qui annonçait une crise alimentaire mondiale d'une ampleur comparable. Pire famine historique, aggravée par les changements climatiques temporaires provoqués par les particules injectées dans l'atmosphère lors des explosions et des incendies massifs, réduisant la luminosité solaire et perturbant les cycles agricoles, et alors que les analystes militaires tentaient d'évaluer les pertes et les capacités restantes de chaque camp, une nouvelle menace émergea sous la forme d'un groupe cybernétique, transnational, dont l'identité demeurait inconnue, capable d'infiltrer simultanément plusieurs systèmes d'alerte précoce, déclenchant une fausse alarme d'attaque nucléaire, coordonnée qui faillit provoquer une riposte globale, irréversible, car, pendant 7 minutes critiques, plusieurs centres de commandement crurent que des centaines de missiles étaient en approche, préparant leurs propres arsenaux pour un lancement immédiat, jusqu'à ce qu'une incohérence subtile dans les données orbitales soit détectée par un analyste attentif, révélant la manipulation et évitant de justesse une extinction mutuelle. Cet incident marqua un tournant psychologique décisif pour les dirigeants survivants qui comprirent que la guerre avait dépassé le cadre traditionnel de la rivalité entre États pour devenir une confrontation avec l'instabilité systémique elle-même, une réalité où la technologie hyperconnectée, autrefois symbole de progrès, représentait désormais un multiplicateur de vulnérabilité, et c'est dans ce contexte que des discussions secrètes commencèrent à émerger autour d'un concept radical, la nécessité d'un moratoire mondial sur les systèmes d'armes autonomes et sur certaines formes d'intelligence artificielle, militaire, car la reconnaissance implicite s'imposait que la rapidité des décisions algorithmiques avait réduit la marge d'erreur humaine à presque zéro, transformant chaque incident mineur en potentiel déclencheur d'apocalypse, mais parvenir à d'accord nécessitait un minimum de confiance, ressource devenue plus rare que le carburant ou l'électricité, et pourtant la fatigue de la destruction, l'effondrement économique global et la pression croissante des populations épuisées commencèrent à créer une fenêtre fragile pour la négociation. L'effondrement économique global et la pression croissante des populations épuisées commencèrent à créer une fenêtre fragile. Tandis que sur le terrain des initiatives locales de résilience continuaient à apparaître des communautés rurales établissant des réseaux d'échange basés sur le troc, des ingénieurs réparant des infrastructures critiques avec des moyens improvisés, des médecins collaborant au-delà des frontières restantes pour partager des données épidémiologiques via des canaux sécurisés, prouvant que même au cœur d'un conflit technologique d'une complexité inédite, la coopération humaine restait possible, Et ainsi, la deuxième phase de la Troisième Guerre mondiale ne se caractérisait pas uniquement par la violence accrue ou par la destruction matérielle, mais par la prise de conscience progressive que la survie de la civilisation dépendait moins de la supériorité militaire que de la capacité à restaurer un minimum de stabilité informationnelle et institutionnelle, car, sans vérité partagée ni infrastructure fiable, aucune victoire stratégique ne pouvait être durable, et cette compréhension lente et douloureuse préparait le terrain pour les décisions historiques qui allaient déterminer si l'humanité s'enfoncerait définitivement dans l'effondrement ou trouverait la force de redéfinir les règles mêmes de sa coexistence planétaire. À mesure que la guerre entrait dans sa troisième année, le monde ne ressemblait plus à la civilisation interconnectée et brillante qu'il avait été autrefois, mais à un ensemble fragmenté de territoires autonomes, de zones grises et de régions silencieuses où l'autorité centrale n'existait plus que sur le papier, car les gouvernements, affaiblis par l'épuisement économique, et que les crises internes avaient perdu une partie de leur capacité à contrôler leurs propres infrastructures, laissant place à une recomposition géopolitique imprévisible, où alliances temporaires, pactes régionaux et accords humanitaires remplaçaient les anciennes structures internationales, désormais paralysées. Et dans cet environnement instable, la priorité n'était plus la conquête, mais la stabilisation. Non plus l'expansion, mais la survie. Car les pertes cumulées, humaines, industrielles, environnementales, avaient atteint un seuil tel que même les stratèges les plus radicaux comprenaient qu'aucune victoire militaire totale ne pouvait compenser l'effondrement systémique au cours.
tandis que dans les centres urbains partiellement reconstruits, des micro-réseaux énergétiques alimentés par le solaire, l'éolien et des batteries recyclées permettaient un retour progressif à une vie semi-fonctionnelle. Mais une vie radicalement différente, plus lente, plus locale, moins dépendante des chaînes mondiales, qui avaient autrefois défini l'économie planétaire et avaient autrefois défini l'économie planétaire, et pendant que les élites politiques débattaient encore dans des installations souterraines sécurisées, la véritable transformation se produisait à la base dans les communautés qui redéfinissaient la notion même de gouvernance, mettant en place des assemblées locales, là en jeu des systèmes de distribution équitables et des protocoles de sécurité coopératifs, afin d'éviter le retour au chaos des premiers mois, car l'expérience collective de la peur nucléaire et de la désinformation massive avait laissé une cicatrice psychologique profonde, créant une méfiance durable envers toute concentration excessive de pouvoir technologique ou militaire, et cette méfiance s'étendait particulièrement à l'intelligence artificielle, autrefois célébrée comme moteur d'innovation, désormais perçue comme catalyseur potentiel d'extinction. Si bien que des scientifiques et ingénieurs survivants proposèrent un cadre inédit de développement technologique éthique, exigeant transparence algorithmique, supervision humaine obligatoire et coopération internationale pour toute application critique, exigesse hominen obligatoire et coopération internationale pour toute application critique, reconnaissant implicitement que la vitesse et l'automatisation avaient amplifié les erreurs au lieu de les corriger, mais malgré ces initiatives prometteuses, les conséquences environnementales continuaient de se manifester car les incendies massifs et les explosions industrielles avaient libéré d'énormes quantités de particules dans l'atmosphère, provoquant des anomalies climatiques persistantes, des saisons imprévisibles, des tempêtes violentes et des sécheresses prolongées qui compliquaient la reprise agricole, forçant les populations à innover en matière de culture, sous serre, d'hydroponie et de gestion rationnée de l'eau, et pendant ce temps les océans saturés de débris et de pollution chimique mettaient des années à retrouver un équilibre partiel, réduisant la pêche et accentuant la pression alimentaire mondiale, ce qui obligea les régions relativement stables à coopérer pour établir des corridors humanitaires protégés, surveillés par des forces multinationales réduites, mais déterminées à empêcher toute reprise des hostilités à grande échelle, car la mémoire encore vive des fausses alertes nucléaires et des manipulations cybernétiques rappelait à tous que la prochaine escalade pourrait être fatale, et c'est dans ce contexte que se forma progressivement une nouvelle architecture mondiale, non pas un empire dominant ni une superpuissance hégémonique, mais un réseau décentralisé de blocs régionaux interconnectés par des accords stricts de non-agression, de partage technologique contrôlé et de démilitarisation partielle de l'espace et du cyberspace, considérés désormais comme des biens communs globaux nécessitant une gouvernance collective, et même si cette reconstruction restait fragile, elle s'appuyait sur une leçon fondamentale apprise au prix d'innombrables vies. La complexité extrême d'une civilisation hyperconnectée exige un niveau équivalent de responsabilité et de coopération, car toute tentative d'exploitation agressive de ces vulnérabilités se retourne inévitablement contre son initiateur. Et ainsi la Troisième Guerre mondiale, qui avait commencé dans le silence numérique et s'était propagée par la peur et la vitesse algorithmique, entrait dans une phase de transformation profonde où l'enjeu n'était plus la domination, mais la redéfinition du progrès lui-même. Car l'humanité comprenait enfin que la puissance technologique, sans cadre éthique solide, n'était pas un signe de supériorité, mais une invitation permanente au désastre, et tandis que les enfants nés pendant le conflit grandissaient dans un monde plus sobre, moins spectaculaire, mais peut-être plus conscient, une question persistait dans l'esprit des survivants. Cette nouvelle ère de coopération prudente serait-elle durable ? Ou l'oubli progressif des horreurs passées finirait-il par recréer les mêmes dynamiques de rivalité et de compétition qui avaient conduit au bord de l'extinction, car l'histoire avait démontré à maintes reprises que la mémoire humaine est fragile face à l'attrait du pouvoir. Et c'est précisément cette tension entre souvenir et ambition qui déterminerait si la Troisième Guerre mondiale resterait la dernière grande conflagration de l'humanité ou simplement le prélude à une répétition encore plus destructrice. Alors que la reconstruction progressive semblait offrir un fragile espoir, une réalité plus profonde et plus troublante commença à émerger, car la Troisième Guerre mondiale n'avait pas seulement détruit des villes, des économies et des infrastructures, elle avait altéré la psychologie collective de l'humanité, modifiant durablement la manière dont les sociétés percevaient la technologie, le pouvoir et la confiance,
et dans les universités partiellement reconstruites, les chercheurs ne se concentraient plus uniquement sur l'innovacité partiellement reconstruite, les chercheurs ne se concentraient plus uniquement sur l'innovation rapide ou la compétitivité industrielle, mais sur la résilience systémique, étudiant comment des réseaux pouvaient fonctionner, même en cas de rupture totale de communication globale, comment des communautés pouvaient rester autonomes sans sombrer dans l'isolement, et comment les systèmes d'intelligence artificielle pouvaient être limités par des garde-fous stricts, empêchant toute prise de décision létale sans validation humaine explicite, car la mémoire des fausses alertes et des escalades automatisées restait gravée dans chaque esprit stratégique, tandis que dans les anciennes capitales financières, désormais plus modestes et régulées, les modèles économiques évoluaient vers une régionalisation prudente, réduisant la dépendance et SIFIs aux chaînes d'approvisionnement lointaines et favorisant la production locale, chaîne d'approduction locale, non par rejet du commerce international, mais par conscience aiguë de la vulnérabilité créée par l'interconnexion totale. Et parallèlement, un traité mondial inédit vit le jour, établissant des inspections permanentes des centres de données militaires, la transparence des algorithmes critiques et la neutralité obligatoire des infrastructures spatiales, interdisant explicitement toute militarisation offensive de l'orbite terrestre, car la destruction des satellites, durant la guerre, avait démontré que l'espace, loin d'être un domaine abstrait, constituait l'épine dorsale invisible de la civilisation moderne, et cette prise de conscience transforma la gouvernance mondiale en une structure plus distribuée, moins dominée par quelques superpuissances, davantage orientée vers des coalitions régionales responsables, devant une assemblée planétaire renforcée, mais malgré ces avancées institutionnelles, la planète elle-même portait encore les cicatrices physiques du conflit, certaines zones restaient institutionnelles, la planète elle-même portait encore les cicatrices physiques du conflit. Certaines zones restaient inhabitables en raison de contamination radioactive ou chimique. Des corridors maritimes demeuraient dangereux à cause des épaves et des mines dérivantes, et les écosystèmes fragilisés nécessitaient des décennies pour se rétablir, ce qui obligea l'humanité à adopter une politique environnementale beaucoup plus stricte, considérant désormais la stabilité climatique comme un élément de sécurité globale au même titre que la défense militaire. Et au niveau social, une génération entière ayant grandi dans la pénurie développa une culture différente, moins attachée à la consommation rapide, plus orientée vers la durabilité et la coopération, car l'expérience directe du blackout mondial, de la faim et de l'incertitude avait redéfini les priorités existentielles, tandis que les récits officiels de la guerre furent progressivement remplacés par des analyses critiques reconnaissant les erreurs, les excès de confiance technologique et les dynamiques d'escalade incontrôlées qui avaient mené au désastre, et cette transparence relative, bien qu'imparfaite, constitua peut-être leur héritage le plus important du conflit, car elle permit d'intégrer dans l'éducation mondiale une compréhension approfondie des risques systémiques liés à la combinaison de l'armement nucléaire, de l'automatisation et de la guerre informationnelle. Mais au-delà des réformes et des traités, un défi subsistait, plus subtil mais tout aussi dangereux, la tentation du retour à la compétition stratégique traditionnelle, car à mesure que les capacités industrielles se rétablissaient et que la mémoire des pires moments s'étampait lentement, certains acteurs politiques commencèrent à évoquer la nécessité de maintenir un avantage technologique préventif, ravivant le débat éternel entre sécurité par coopération et sécurité par domination, et cette tension latente rappelait que la paix obtenue par la fatigue et la peur n'est jamais totalement stable. Quel âge exige une vigilance constante et un engagement collectif à privilégier la transparence sur le secret, la régulation sur la course effrénée, et la responsabilité partagée sur l'illusion d'invincibilité, car la Troisième Guerre mondiale avait prouvé qu'aucune nation, aussi puissante soit-elle, ne pouvait se protéger d'un effondrement global, provoqué par la combinaison de technologies avancées et de méfiance mutuelle. Et ainsi la quatrième phase de cette histoire n'était ni une bataille ni une explosion spectaculaire, mais un lent combat intérieur contre l'oubli et l'arrogance, un effort continu pour transformer une tragédie planétaire en fondation d'un ordre plus équilibré, sachant que l'alternative, toujours possible, serait de répéter le cycle, de reconstruire les mêmes vulnérabilités, de recréer les mêmes systèmes automatisés sans garde-fous suffisants, et de redécouvrir trop tard que la véritable menace ne réside pas seulement dans les armes que l'on construit, mais dans la manière dont on choisit de les intégrer dans un monde déjà fragile et profondément interconnecté. Alors que la planète entamait sa lente reconstruction, la dernière phase de la Troisième Guerre mondiale se caractérisa par une introspection sans précédent sur les limites de la civilisation moderne et sur les leçons essentielles
à tirer de la catastrophe, car, au-delà des destructions visibles, la véritable guerre avait été psychologique et systémique. La véritable guerre avait été psychologique et systémique, révélant la fragilité des institutions, des chaînes logistiques, des réseaux de communication et de la confiance entre nations, et c'était ce réseau de conscience qui poussa les survivants à repenser non seulement la sécurité, mais également l'organisation sociale, politique et technologique à un niveau global, en créant des systèmes de gouvernance décentralisés où les décisions cruciales impliquaient consultation locale, supervision cruciale impliquait consultation locale, supervision scientifique et coordination internationale afin de minimiser les risques d'erreurs catastrophiques induites par l'automatisation ou les décisions hâtives, tandis que les infrastructures critiques furent reconstruites selon des principes de résilience, combinant redondance, isolation stratégique et flexibilité opérationnelle pour éviter que la perte d'un réseau ne compromette l'ensemble, et parallèlement les systèmes d'intelligence artificielle militaire furent drastiquement restreints soumis à une régulation mondiale exigeant validation humaine, audit continu et interdiction de toute action létale autonome, car la mémoire des drones et missiles autonomes, ayant presque déclenché l'extinction planétaire, restait gravée dans l'esprit des décideurs, et sur le plan environnemental, des efforts inédits furent déployés pour restaurer les écosystèmes dévastés, nettoyer les océans, stabiliser le climat et protéger les zones les plus contaminées, tandis que la recherche scientifique fut mobilisée pour reconstruire des technologies critiques, énergie, transport, communication, mais cette fois, avec un souci extrême de sécurité et de durabilité, conscient que la vitesse et l'efficacité ne peuvent primer sur la stabilité à long terme, et socialement, une génération entière ayant grandi dans le chaos, et la pénurie développa des valeurs nouvelles favorisant la coopération, la prudence, la solidarité et la résilience sur la consommation, la coopération, la solidarité et la résilience sur la consommation, l'ambition démesurée et la compétition aveugle, tandis que des programmes éducatifs globaux intégrés à l'histoire récente de la guerre, l'éthique technologique et les risques systémiques afin de prévenir la répétition des mêmes erreurs. Et, politiquement, un nouvel ordre mondial émergea, composé de blocs régionaux interconnectés, soumis à des traités de neutralité technologique, de désarmement nucléaire et de coopération environnementale, mais cette paix fragile reposait sur la vigilance constante, car la tentation de reproduire les dynamiques passées de rivalité et de suprématie restait présente, et il devint clair que la survie de l'humanité ne dépendait plus uniquement de la puissance militaire, mais de la capacité collective à gérer l'information, la technologie et la confiance, à maintenir la transparence, la technologie et la confiance, à maintenir la transparence, à partager les ressources et à prioriser la sécurité systémique sur la compétition, car la Troisième Guerre mondiale avait démontré qu'une civilisation hyperconnectée et technologiquement avancée pouvait être précipitée au bord de l'extinction en quelques heures si ses garde-fous étaient insuffisants. Et tandis que les villes partiellement reconstruites reprenaient vie, que l'agriculture s'adaptait aux nouvelles conditions climatiques, que la science et la technologie étaient appliquées avec prudence, et que la mémoire du chaos et de la mort restait présente, l'humanité comprit enfin que la vraie leçon de cette guerre silencieuse mais globale n'était pas la force, mais la responsabilité que le progrès technologique, sans éthique, peut devenir un instrument de destruction, et que la survie future dépendait d'une vigilance constante, d'une coopération inébranlable et d'une conscience collective, capable de transformer la tragédie en fondation d'un monde plus sûr et plus durable, car dans ce nouvel ordre émergent, la puissance seule ne suffisait plus. Seule la sagesse partagée et la capacité à prévenir l'autodestruction garantissaient que l'histoire ne répète pas ses erreurs fatales, et ainsi la Troisième Guerre mondiale s'acheva non pas avec un vainqueur unique, mais avec l'humanité entière confrontée à ses propres limites, consciente que chaque avancée technologique, chaque décision politique et chaque action individuelle pouvait influencer le fragile équilibre entre survie et extinction, laissant derrière elle un héritage de résilience, de prudence et de coopération indispensable pour que le monde, reconstruit mais transformé, puisse espérer un avenir où les horreurs passées ne deviennent jamais les prémices de nouveaux cataclysmes.